Avoir des pensées noires et envie de mourir, ou passer à l'acte, qu'est-ce qui doit alerter? Nous alerter nous-mêmes pour demander de l'aide, ou nous alerter lorsqu'un proche va mal? Vous le savez, dans ces chroniques, je vous partage mes recherches et mon vécu dans le monde des troubles du spectre de l'autisme. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent tabou, pourtant important, car il faut y faire face. Les idées suicidaires chez les personnes qui sont sur le spectre de l'autisme, en particulier sans déficience intellectuelle, et encore plus chez les femmes TSA. C'est une réalité. Je suis Maya et je suis directement concernée par l'autisme dans ma vie privée, familiale et professionnelle. Depuis toujours en fait. Et au cours de ces 10 dernières années, sur le terrain, pour ma famille et ensuite dans mon travail, je côtoie évidemment de très près le TSA, en particulier donc sans déficience intellectuelle, voire avec HPI. Mais surtout, je passe beaucoup de temps à expliquer, traduire, décoder, expliquer à mes enfants et à mon entourage le monde autour, décoder pour les professionnels de l'éducation et parfois de la santé, ce qui se passe chez les personnes autistes. Ce podcast est né de textes que je travaille et écris depuis plus de 2 ans. Et peut-être que plus tard, si vous le voulez, sous forme de bonus, je vous en dirai un petit peu plus sur moi, sur mon parcours et ce vers quoi je m'oriente. Aujourd'hui, alors, on va aborder ce sujet dont on parle peu, les idées noires, les tentatives de suicide. Elles peuvent venir de l'état d'anxiété profond, voire d'un trouble anxieux généralisé, qui est un trouble, soit dit au passage, réel, référencé dans le manuel de classification des maladies, le DSM-5. Donc là, on ne parle pas d'une personne très stressée à qui on conseillerait maladroitement de se détendre, d'arrêter de s'inquiéter, de prendre du temps pour elle. Le TAG, trouble anxieux généralisé, est, d'après les dernières recherches médicales, essentiellement une perturbation des neurotransmetteurs, ce qui produit une anxiété disproportionnée. D'autres facteurs, comme l'hérédité ainsi que le stress, tous accumulés, peuvent, là aussi d'après les études médicales, déclencher un TAG. Mais l'anxiété peut aussi venir par des maladies physiques et ou mentales. Ce qui doit interpeller et amener à consulter, c'est notamment si cette anxiété, elle est continuelle, quotidienne, difficilement contrôlable et qu'elle dure depuis plus de 6 mois. Donc un trouble anxieux ou une anxiété très forte, ça peut conduire à des idées suicidaires. Une fatigue cognitive, une fatigue sociale ou physique intense, trop longue également. À ce sujet, je vous renvoie vers l'épisode très détaillé que j'ai fait sur la fatigue des personnes TSA, à ne pas sous-estimer car elle peut vraiment être très impactante et invalidante. Je vous mets comme d'habitude le lien dans la description pour retrouver l'épisode facilement. Ce qui peut aussi provoquer ces états de mal-être profond, c'est évidemment une situation de harcèlement scolaire ou de harcèlement au travail, en couple aussi, en famille. Tout ça, ça peut conduire à des idées noires. Un épisode traumatique, qui peut être un accident, un événement choquant, mais également des choses moins visibles, comme le fait, par exemple, d'être sous emprise d'une ou plusieurs personnes, ou simplement le fait de se suradapter à ce que la personne TSA a identifié comme étant les attentes de la part de sa famille, son conjoint, ses collègues, son entourage. Les femmes en particulier y sont plus sensibles car souvent sous-diagnostiquées et donc identifiées et accompagnées tardivement. En particulier, justement, celles qui ont appris très jeunes à s'adapter, à donner le change, entre guillemets, à jouer un rôle à l'extérieur ou avec les proches, avant de s'effondrer lorsqu'elles arrivent chez elles, en décompensant la plupart du temps silencieusement. Certaines femmes avec un TSA et un syndrome prémenstruel très fort peuvent aussi avoir envie de mourir à chaque cycle. On parle de SPM, syndrome prémenstruel, et de troubles dysphoriques menstruels. Pendant cette période, ce qu'elles vivent leur semble beaucoup trop lourd, insurmontable, et avec les changements hormonaux qui arrivent ensuite, elles se sentent un peu mieux, elles évaluent autrement les situations, elles vont être plus à même de prendre du recul ou d'évaluer moins gravement ce qu'elles vivent. La dépression aussi, bien entendu, est un gros facteur de risque pour les idées noires. Les pensées suicidaires font partie des symptômes de la dépression. Ces pensées suicidaires ne signifient pas automatiquement un passage à l'acte, heureusement, mais il est important d'en parler avec un professionnel de santé compétent et formé au TSA. Alors comment identifier le niveau de risque, le niveau de mal-être de la personne et que faire ?
Dans l'épisode sur la suicidabilité, accompagné du témoignage d'une jeune femme, le podcast Troubles dans le spectre, je vous le recommande vraiment comme témoignage, et évidemment vous trouverez là aussi le lien en description. Ce podcast nous donne les 3 critères suivants pour évaluer le risque de passage à l'acte d'une personne exprimant directement des idées noires ou d'une personne pour qui vous êtes inquiet. Un des critères, le sentiment de perte d'appartenance, de déconnexion des autres. D'être seul, de ne pas appartenir à un groupe, à une société, à une communauté, à une famille, à une équipe. En 2, le sentiment d'être un fardeau pour les autres. Au final, les autres seraient mieux sans moi, je suis trop lourd. En 3, la dimension de capacité de suicide. Autrement dit, dans les milieux médicaux, de suicidabilité, ce qui veut dire la faisabilité d'un passage à l'acte. Par exemple, si la personne a déjà côtoyé la mort par le décès, notamment par suicide, de personnes proches ou dans son travail, ou si dans son quotidien, elle côtoie la mort sans tabou. J'ajoute aussi le fait d'avoir des idées scénarisées de suicide est un signe aggravant à prendre en compte très sérieusement. La HAS, elle, va plus en détail et évalue ainsi les risques. Alors attention, ça concerne tous les publics, pas spécifiquement une personne TSA dans ce qui va suivre. Donc la HAS parle de 3 états d'urgence, une urgence faible, urgence moyenne ou urgence élevée. Est en urgence faible une personne qui est dans une relation de confiance établie avec un praticien. Une personne qui désire parler et qui est à la recherche de communication. Une personne qui cherche des solutions à ses problèmes. Une personne qui pense au suicide mais qui n'a pas de scénario suicidaire précis. Une personne qui pense à des moyens et à des stratégies pour faire face à la crise. Et enfin, une personne qui n'est pas anormalement troublée mais qui est psychologiquement souffrante. Toujours d'après la HAS, la Haute Autorité de Santé, est en urgence moyenne une personne qui présente un équilibre émotionnel fragile, qui envisage le suicide et dont l'intention est claire. Une personne qui a envisagé un scénario suicidaire mais dont l'exécution est reportée. Une personne qui ne voit de recours autre que la mort pour cesser de souffrir. Une personne qui a besoin d'aide et qui exprime directement ou indirectement son désarroi. Et enfin, si cette personne est isolée. Et maintenant, passons aux critères d'urgence élevés. Est en urgence élevée une personne qui est décidée, dont le passage à l'acte est planifié et prévu pour les jours qui viennent. Une personne qui est coupée de ses émotions, qui rationalise sa décision, ou à l'inverse, qui est très émotive, agitée et troublée. Une personne complètement immobilisée par la dépression ou dans un état de grande agitation. Une personne dont la douleur et la souffrance sont omniprésentes ou à l'inverse complètement tues. Une personne qui a un accès direct et immédiat à un moyen de se suicider. Une personne qui a le sentiment d'avoir tout fait et tout essayé. Et enfin, si cette personne est très isolée. À partir de là, comment aider une personne ? D'abord, on va essayer de comprendre pour avoir moins peur et reprendre le contrôle sur ce que l'on peut faire. Pour essayer de comprendre à la lecture des 3 facteurs de risque cités tout à l'heure, on est moins dans le flou et donc on a moins peur, on est plus rationnel et on va devenir plus à même, plus en capacité d'aider la personne. Ensuite, il faut tirer la sonnette d'alarme si vous repérez ces 3 signes chez un proche. Si c'est sur Internet, vous signalez à un modérateur du réseau, vous signalez à la famille, à son médecin, si vous le connaissez. Donc quand on parle des 3 signes, c'est ce qu'on disait plus tôt, le sentiment de perte d'appartenance, de déconnexion des autres, le sentiment d'être un fardeau pour les autres, et ensuite la dimension de capacité de suicide. Dans les choses à faire également pour aider une personne qui a des idées noires très importantes, ou simplement présente et douloureuse, vous pouvez envoyer auprès d'elle un proche ou un tiers. C'est possible aussi d'envisager une hospitalisation consentie idéalement, voire une hospitalisation à la demande d'un tiers. Si le risque est élevé, forcer une hospitalisation peut-être.
Que vous soyez la personne concernée, un proche, un soignant ou une personne impactée, le 3114, c'est le numéro national de prévention du suicide. Là aussi, je vous mets le lien du site internet du 3114 dans le descriptif de la chronique. Là encore, très douloureusement, on doit quand même se rappeler qu'on ne peut rien décider, qu'on ne peut pas décider à la place de la personne. On ne peut pas la changer. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On l'aime. On l'aime d'abord. On propose, on n'impose pas, on respecte. On accepte aussi que parfois, en tant que mère, en tant que père, en tant que sœur, ami ou conjoint, on peut ne pas être la meilleure personne. Qu'il peut y avoir un passif entre nous qui fait qu'on n'est pas entendable par la personne qu'on veut aider. Alors on accepte de lâcher le contrôle et de passer la main à un tiers de confiance. On peut aussi aider la personne à trouver un groupe de TSA, pour un groupe de parole, une association, quelqu'un de la famille qui le comprend, un éducateur, un coach. Certains ados qui peuvent être très très isolés, parfois retrouvent à distance, via les jeux vidéo, les amis d'enfance à l'adolescence parce qu'ils ont chacun un téléphone. Et parfois, un changement d'école, un changement de collège permet de créer un autre petit groupe de geeks des fois. Être connecté, y compris online, à des gens qui comprennent le jeune ou l'adulte qui se sent seul, ça peut aider. Mais attention, à mon avis, à certains groupes FB hypersensibles, entre guillemets, hyper narcissiques souvent, et à certains réseaux qui tirent vers le bas. Il y a des groupes qui sont safe, vraiment, d'autres moins. Si vous êtes concerné, que vous avez moindre doute, quittez ce groupe ou demandez à quelqu'un de regarder et de vous donner son opinion. Une autre chose, c'est qu'on a tous besoin de sens à la vie, aux actes, au quotidien. On a besoin de se sentir utile. Alors, on peut aussi laisser cette personne faire quelque chose qui la fait se sentir utile. Parce que parfois, on veut protéger nos proches en disant « Laisse, t'es fatigué, c'est pas grave, ça peut attendre » ou « Je vais le faire ». Et en fait, parfois, en faisant ça, on la prive d'un acte qui lui aurait fait se sentir utile. Et donc donner un sens à son quotidien, à sa vie. Il faudrait apprendre à manier avec subtilité la protection de l'autre. Parce que entre guillemets, fais-en moins, t'es pas en état, avec la valorisation de ce qui est fait. Vas-y, c'est génial et merci ce que tu as fait. Et il faut vraiment doser, ne pas écarter tout ça, ne pas surcharger, mais sans retirer tout ce qui lui fait se sentir utile. D'autres personnes vont exprimer leur attention à l'autre par un cadeau, un geste. J'avais un ami autiste qui préparait tous les dimanches les petits déjeuners à la famille quand il était enfant et il leur apportait des bouts de bois en cadeau. C'était important pour lui, c'était sa façon de montrer son amour et sa reconnaissance pour la famille qu'il avait. Et il le disait lui-même qu'il supportait dans ses bizarreries. Et un jour, spontanément, sans calcul, comme on peut tous faire, sa grande sœur lui a dit « Oh Luc, c'est bon, tu nous emmerdes avec ça, t'as plus l'âge. » Lui, ça l'a brisé. À 54 ans, il en était encore très malheureux et il n'avait pas compris qu'on rejette ainsi sa façon d'aimer. Alors, moi je propose qu'avant de dire à notre proche qu'il a des idées parfois surprenantes ou qui nous agacent, et que ça nous paraît inutile, et ça va le faire se sentir inutile, eh bien au contraire montrons-lui qu'il est utile et que ce qu'il fait a du sens pour nous. En tournant les mots justes, ou peut-être on peut lui dire que ça n'a pas de sens pour nous, mais avec une immense délicatesse, vraiment avec les mots justes, la façon de le dire, lui expliquer qu'on apprécie l'intention. C'est hyper important, je pense, de respecter ça. Certains autistes ne supportent pas le toucher. D'autres, au contraire, sont hyper, ou entre guillemets trop, pour certains, pour l'entourage, tactiles. Il y avait ce garçon qui avait besoin de contact physique permanent et qui se mettait toujours en plein milieu du passage pour capter sa famille. Et les jours de stress, ses proches finissaient par s'énerver parce que ils passent, ils sont bloqués et voilà, et parfois ça clashait. Il a fallu une belle discussion apaisée pour que l'entourage comprenne l'importance que ça a pour lui, ce contact physique, ces moments de câlin. Et pour que lui aussi comprenne qu'il faut prévenir, il faut demander si c'est le moment,
Quand un membre de la famille rentre à la maison au téléphone, avec une main au téléphone, l'autre bras chargé, un truc est en train de tomber, et qu'on sait que la personne a besoin de mettre ses idées au clair, d'atterrir un petit peu, lui, il a dû apprendre à laisser un petit peu d'espace. Ou que quand la maman a une casserole chaude dans la main, c'est clairement dangereux et c'est pas le moment de se jeter dans ses bras. Et apprendre aussi à pas forcer. La notion de consentement, c'est important d'apprendre ça à nos petits gars, y compris en famille, bien sûr. Et en fait, simplement en parlant, ils ont su trouver leur propre modalité. La famille aime énormément les câlins de ce petit garçon et c'est hyper important pour lui. Mais ça s'organise pour que ça se fasse dans le respect de chacun. Une autre chose, c'est qu'un état dépressif ou de très grande anxiété, ça va se manifester différemment, la plupart du temps chez une personne TSA. Ça peut se manifester par l'augmentation de l'hypercontrôle ou justement par l'abandon de l'hypercontrôle. L'hypercontrôle étant la plupart du temps chez les personnes autistes une façon de baisser l'anxiété en contrôlant leur univers et leur entourage. Ou alors dans les changements de comportement, on peut noter que la personne lâche prise sur des choses que d'habitude elle contrôle énormément. Elle se retire, elle arrête de rentrer dans les discussions, elle est en retrait, elle est beaucoup plus irritable. Après, on peut parler aussi des automutilations, des scarifications, ou simplement, entre guillemets, le fait de se taper le mur, de se taper la tête contre le mur. Certains, ça va se manifester par un mutisme. Ces signes doivent nous alerter pour être à l'écoute de la personne et nous conduire à consulter si le dialogue n'est pas aidé avec nous. D'une façon générale, ce ne sont pas ces signes en eux-mêmes qui doivent alerter, mais les changements de l'intensité de ces signes et les changements de comportement. Autre chose, l'écoute. L'écoute. Vous avez compris l'idée ? On a beaucoup de choses à dire à notre enfant ou à notre proche ou à notre conjoint qui va mal. Mais est-ce qu'on sait vraiment l'écouter ? Savons-nous lui accorder cet espace-temps ? Il ne va pas nous parler quand on dit « vas-y, parle-moi, je suis dispo, c'est le moment, je t'écoute ». Il va nous parler dans la voiture juste avant de descendre et alors qu'on a un timing hyper serré. Ou alors il va s'ouvrir avant que tonton arrive et quand on n'a pas encore fini les préparatifs du repas de famille. Il va parler quand on se pose enfin et qu'on allait pouvoir se plonger dans ce livre ou cette série qu'on attendait depuis un moment. Et que nous, on n'a pas envie du tout de parler ou qu'on ne se sent pas disponible. Il va nous appeler au boulot ou pendant un rendez-vous. Est-ce qu'on saura l'écouter à son moment ? Et est-ce qu'on saura l'écouter ? Simplement l'écouter. Combien de parents et de conjoints savent vraiment écouter ? Combien d'entre nous savons-nous écouter ? Écouter, ça ne signifie pas chercher à apporter une solution. Ça ne signifie pas mettre en place une stratégie. Écouter, c'est peut-être ne pas donner de conseils. En particulier, si c'est votre fille ou votre femme, je mets un petit peu d'humour ici, dans la grande majorité des cas, quelqu'un qui se confie à vous ne vous demande pas de conseils ou de coaching. Elle a juste besoin de verbaliser, d'être entendue. Votre écoute respectueuse, sans lui donner de conseils justement, est un immense cadeau. Et c'est ce qui fait qu'elle sent qu'elle compte à vos yeux, parce que vous l'écoutez, que vous lui donnez du temps. Et parfois, c'est aussi écouter cette personne qui nous parle d'un sujet qui la passionne elle, mais qui pour nous aurait moins d'importance. Écouter un enfant parler de son intérêt restreint, des dinosaures et de la prise en charge des musées, dans les musées au début du XXe siècle, ou écouter un informaticien parler de code pendant longtemps. Est-ce qu'on sait simplement lui montrer que ce qu'il dit, ce qu'il nous partage a de la valeur pour nous ? C'est hyper important. Je le redis, mais être écouté, c'est ce qui fait qu'on sent qu'on compte pour la personne. Et si cette personne a besoin d'un conseil, la plupart du temps, elle vous le dira. Elle vous posera une question. Et à ce moment-là, vous pourrez lui répondre de façon soft, un pas après l'autre. Et d'ailleurs, j'ai parlé de si c'était votre fille ou votre femme, mais si c'est votre fils ou votre conjoint,
Lui non plus en général. S'il vous fait le cadeau de se confier à vous, c'est pas pour vous demander un conseil. S'il veut un conseil, il vous le dira. On a constaté que d'améliorer les compétences sociales de la personne TSA diminue les symptômes dépressifs et donc le risque de dépression et donc la suicidabilité. Ainsi, ne pas se sentir seul et inutile, avoir un ou peut-être deux amis, se sentir soutenu en famille ou valorisé dans sa classe, se sentir bien au travail, tout ça va contribuer à un réel équilibre. Et enfin, la personne TSA se sent très souvent coupable de ne pas être comme les autres, de ne pas y arriver, d'être entre guillemets un poids, d'aller mal, d'avoir mal, de faire mal. Il faut absolument travailler la confiance en soi. Fuir les personnes qui dévalorisent cet enfant ou cet adulte TSA et éviter les situations qui vont le mettre en échec. S'il est dans une école d'élite où on va lui mettre la pression, ça peut être terrible. Si son grand-oncle ne cesse de le traiter d'incapable parce que c'est un génie en informatique mais qui ne sait pas nettoyer le poulailler ou changer la charpente, on peut simplement éviter d'aller chez le grand-oncle. Je mets un peu d'humour dans ma façon de dire les choses, mais c'est évidemment hyper sérieux. Gardons en tête que souvent ces personnes sont matraquées par une société et un entourage qui, consciemment ou pas, leur rappelle tout ce qu'ils font pas comme les autres. La pression est énorme. Une étude a montré qu'il y a jusqu'à 40% des personnes avec un TSA qui ont aussi un diagnostic de trouble anxieux. D'autres études poussent ce chiffre jusqu'à 80%. On est donc vraiment sur une population à risque pour le cumul, rien que ces deux troubles-là ce sont justement les personnes avec un TSA de bon niveau, c'est-à-dire sans déficience intellectuelle ou retard cognitif, qui sont sujettes à ça. Au niveau de la dépression, une étude de 2018 sur 200 000 personnes indique qu'à 27 ans, 20% des personnes TSA souffrent de dépression, contre 6% seulement, entre guillemets, chez les autres, chez les non-TSA. Certains spécialistes de l'autisme poussent ce chiffre de la dépression chez les jeunes jusqu'à 50% chez les jeunes TSA. Et pour en finir avec les chiffres, les personnes sur le trouble du spectre de l'autisme auraient 10% de plus de risque que les autres de faire des tentatives de suicide. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien que la dépression, le harcèlement, la fatigue, la suradaptation, la non prise en compte ou la mauvaise prise en compte des douleurs physiques, tout ça chez les personnes TSA, a fortiori chez les filles car elles ont 13% de plus de probabilité d'y être sujettes que les hommes, eh bien tout ça, il ne faut jamais en sous-estimer l'impact. Bon, je tempère ce propos en disant que chez les personnes non verbales, ou du moins qui ont un moins bon niveau intellectuel, finalement, en fait, on n'est pas sûr qu'il y ait moins de troubles anxieux, de dépression et de suicidabilité, parce qu'en fait, on ne peut pas les évaluer de la même manière. C'est probable qu'ils expriment eux aussi leur anxiété, mais d'une autre manière. Par contre, ce qui est commun pour tous, quel que soit le niveau intellectuel, c'est que si la boulangère continue à commenter d'un « Wow, faut qu'elle arrête de stresser ou de faire des caprices à sa maman, la petite, c'est pas grave ça, t'en verras d'autres dans la vie, ma cocotte, fais un effort », passez-lui mon bonjour et passez-lui cette chronique à la boulangère. Parce que l'anxiété, la dépression, les traumas, ça passe pas en disant « Allez, t'en fais pas, ça va aller, arrête d'en faire un plat ». Mais il faut aussi ajouter que les personnes qui sont sur le spectre de l'autisme et qui ont déjà fait tout un cheminement d'accompagnement, de guérison, des choses compliquées qu'elles ont vécues, qui ont déjà tout un aménagement aussi parfois autour d'elles, qui sont accompagnées dans la vie, qui sont soutenues par leur famille, par leurs conjoints, qui ne sont pas nécessairement dans une situation de grande précarité sociale, eh bien, elles aussi, elles peuvent continuer à avoir des idées noires. Et ça peut être très culpabilisant et perturbant pour la personne qui se dit « j'ai tout, j'ai pas de soucis majeurs dans ma vie, j'ai travaillé sur mes traumas, je suis entourée. Et pourtant, parfois, j'en peux tellement plus que j'ai envie d'en finir. » À qui est-ce que cette personne va pouvoir le dire ?
C'est très culpabilisant pour elle, qui se sent un poids, qui se sent coupable de ne pas être mieux, entre guillemets. Et cette fois-ci, entre parenthèses, notre culture de l'injonction au bonheur, du développement personnel et compagnie, tout ça, ça a une grande part de responsabilité là-dedans. Parce que quand on est autiste dans un monde typique, simplement le quotidien peut être épuisant et peut être lourd à porter. Et on met par-dessus une bonne couche de « Mais madame, monsieur, allez mon petit, t'as tout dans la vie, t'es aimé, t'es entouré, t'as des aménagements, on a fait tout ça, on a fait des efforts. Donc bon, prends-toi un peu en main parce que si ça va toujours pas, c'est que tu mets pas du tien. Avec les injonctions, on est responsable de créer notre bonheur. On est responsable, nos pensées projettent, on va projeter par notre pensée notre réalité. C'est terriblement culpabilisant tout ça. Alors j'insiste, c'est vraiment terrible de dire ça à quelqu'un. Et en tout cas, si vous voulez vous assurer, ironie dans mon propos, si vous voulez vous assurer que la personne ne vous parle plus jamais de son mal-être, n'ose jamais en parler à un pro et s'enferme dans cette triade destructive du « j'ai tout pour être bien », je suis pas bien, je suis donc une crotte inutile et pesant sur mon entourage. Eh ben, faut continuer à dire, fais un effort, hein. Puis comme ça, elle va voir qu'elle n'y arrive pas. Grosse ironie sur cette dernière phrase, parce que c'est vraiment une réalité. Il faut arrêter de se mettre la pression les uns aux autres. Maintenant, concrètement, en cas de tentative de suicide, je voudrais relayer ici les conseils d'une amie qui a une vraie expertise d'usage et sur le terrain, dans le TSA, le TDA aussi, et qui a été concernée pour l'un de ses enfants. Voilà ses recommandations au moment de la crise. D'abord, essayez de ne pas trop lui montrer vos préoccupations. Vous pouvez verbaliser votre inquiétude, mais sans que ce soit permanent. Ensuite, surveillez de près, mais sans être oppressant, ce qui est très compliqué à faire en pratique. Elle continue, si vous pensez que l'enfant va vraiment mal, vous pouvez arrêter le scolaire pour quelques jours, y compris sans son accord. Mais il faut quelqu'un à la maison avec l'enfant. S'il y a du harcèlement à l'école et qu'il continue, si rien n'a été mis en place en pratique, ou seulement si l'enfant est exposé aux agresseurs, ou s'il ne se sent pas en sécurité, tout ça peut être un enchaînement émotionnel qui va continuer. Et là, il faut vraiment que l'école fasse ce qu'il faut au niveau du harcèlement, en suivant les protocoles de façon rigoureuse, en contactant le 3018, qui est le numéro pour le harcèlement, et en faisant le point avec eux. On peut aussi dialoguer avec les professionnels en milieu hospitalier. Il faudrait que l'enfant, s'il est majeur, vous désigne comme personne de confiance, ce qui permet d'assister aux entretiens médicaux. Si un médecin ne veut pas, il faut rappeler, calmement, le texte réglementaire et s'il ne veut toujours pas, indiquer que vous allez contacter le directeur des usagers de l'établissement en mettant l'ARS en copie si besoin. Elle précise aussi attention aux protocoles hospitaliers, à certains protocoles hospitaliers qui peuvent prévoir parfois de gaver de psychotropes pour, entre guillemets, sédater. Pourquoi attention à ce protocole ? Parce que très peu de psychiatres, et ça ce sont les familles sur le terrain concernées par le TSA qui le disent, très peu de psychiatres savent que les autistes peuvent réagir de façon atypique aux psychotropes notamment. Donc si possible, demandez au médecin qui connaît le mieux de votre enfant de prendre contact avec le médecin responsable du service où il a été admis, pour qu'ils se coordonnent entre eux. Elle indique aussi, une fois votre enfant hospitalisé, si c'est le cas, s'il est pris en charge et donc en sécurité, vous avez un peu de temps pour préparer sa sortie. Tant qu'il n'y a pas de solution correcte de prévue pour la sortie, il faut refuser une sortie. Et il faut au minimum un rendez-vous avec un médecin qui va le suivre tout de suite après sa sortie, c'est important. Il faut aussi que le traitement soit stabilisé. Il peut y avoir des effets secondaires au début de certaines prises de médicaments. Donc ça doit être stabilisé. Les symptômes doivent être supportables, en particulier le sommeil, le fait de se nourrir notamment. Il faut aussi que le traitement soit stabilisé. Les symptômes doivent être supportables, en particulier le sommeil, le fait de se nourrir normalement et l'état anxieux. Elle continue en disant « Vous pouvez demander à ce que votre enfant soit suivi par un médecin qui connaisse l'autisme.
Elle-même, c'est ce qu'elle avait exigé la dernière fois que son fils a dû passer par les urgences psychiatriques. Elle a mis dehors celui qui a fait l'anamnèse. Le responsable de l'unité médicale n'a pas trop apprécié, mais au moins, lui, il connaissait un peu l'autisme, elle dit. Et son fils est sorti des urgences en 72 heures directement à la maison, alors qu'une fois précédente, il avait passé 5 semaines très très difficiles dans une unité inadaptée à son profil autiste. Elle dit aussi qu'il est possible qu'il arrive qu'on vous interdise à l'hôpital de voir votre enfant en cas de tentative de suicide. Demandez alors le livret d'accueil de l'établissement et demandez si c'est une mesure de soin et soulignez que dans le cas, vous pouvez faire ça, dans le cas d'un autiste, ça peut aggraver la situation si on vous interdit de voir votre enfant. Elle explique aussi que son fils a été placé en chambre d'isolement après donc la tentative de suicide et qu'elle a eu la possibilité de lui rendre visite, même en chambre d'isolement. Donc, tout est possible en fait. C'est souvent à la discrétion des soignants, même s'ils vous disent que c'est la règle, entre guillemets. Elle, à cette occasion, elle s'est assise sur le lit avec un livre et c'est son fils qui a parlé. Vous pouvez aussi préciser ce qui peut aider votre enfant, ses intérêts restreints, ce qui l'aide au niveau sensoriel, et également indiquer ce qui est vraiment difficile pour lui, être touché par exemple, certains bruits. Ensuite, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il est en état de rentrer à la maison? Est-ce que quelqu'un peut le surveiller dans ce cas? Quels seraient les objectifs de le garder aux urgences? Et enfin, les 3 dernières choses très très importantes, elle précise, demandez à votre enfant, ou si c'est votre conjoint, ce qu'il souhaite, lui. Elle indique aussi que si la personne ne s'alimente pas, ça peut vraiment poser un problème pour un retour à domicile. C'est quelque chose dont il faut tenir compte. Et enfin, que l'hospitalisation, parfois, peut être une solution, dans la mesure où les objectifs sont clairs et que l'équipe est bien traitante. Et donc, on parle pour tout ça d'une hospitalisation après une tentative de suicide. En conclusion, je dirais qu'il y a 3 questions à se poser. Qu'est-ce qu'on fait là, tout de suite? Comment on gère maintenant l'état de la personne? Comment on l'accompagne maintenant? Ensuite, comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est le TSA, c'est le masquage des femmes et de certains autistes, des douleurs physiques masquées, du stress, trauma, dépression, harcèlement, le parcours de vie, trop de pression au quotidien. Répondre à ça, ça va être très important pour comprendre ce qui se passe. Et enfin, à partir des 2 réponses précédentes, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour aider, accompagner, espacer les crises et peut-être qu'elles cessent ou simplement que le quotidien et l'environnement de la personne soient moins durs. Lorsqu'on a un proche qui va mal et qui est en crise avec des idées noires, on peut avoir l'impression de manquer d'air, de ne pas voir le bout du tunnel. Ça peut être très difficile pour les proches. Certains vont être dans le déni et ne voudront pas voir. D'autres seront dans la recherche de solutions à tout prix, même parfois dans des solutions magiques. C'est une période de sensibilité à toute recette miracle et attention aux charlatans de tous bords. D'autres personnes encore sont tellement terrorisées que ça peut aggraver en fait la situation parce qu'ils se sentiront coupables, surtout s'ils ont été rendus responsables par des professionnels, par des membres de la famille qui vont dire aux proches t'as rien vu, ou tu lui as mis trop de pression, etc. Ou simplement des relations, les gens qui vont dire il y a qu'à Faucon, avec tes enfants, avec ton conjoint, qu'à faire comme ça aurait été mieux. Aussi, quand les 2 parents sont pas sur la même longueur d'onde, l'enfant perçoit cette dissonance. Et ça arrange rien, bien sûr. Donc, faire bonne figure, ça permet de rassurer l'enfant. Et se faire aider, se faire accompagner soi-même en tant que parent, en tant que conjoint, en tant qu'aidant, en tant que proche. Et là, on rentre dans un cercle vertueux et on va être en capacité, si on se fait soi-même aider, d'accompagner correctement nos proches. D'ailleurs, si vous pensez que cette chronique peut aider quelqu'un, partagez-la. Uniquement si, sur un sujet aussi délicat, vraiment, si vous pensez que ça peut aider. Et puis soyons attentifs à nos proches, écoutons les signes et guidons-les vers les personnes compétentes, c'est-à-dire en général les professionnels de santé qui connaissent aussi les caractéristiques du TSA
et qui se coordonnent entre eux, avec l'accord de la personne et avec vous, les parents et les proches. Écoutez aussi ce que le corps et le comportement peuvent raconter. Les changements de comportement, on l'a dit, sont un langage qu'il faut essayer de décrypter. Avec la pratique, les proches apprennent ce langage. Et pour aider les proches, la guidance parentale, c'est le nom qu'on donne à ce nouveau métier d'accompagnement professionnel auprès des parents. Et donc faites cette guidance parentale par des professionnels ou des aidants avec une bonne expérience de terrain, aide beaucoup. Les tentatives de suicide, pour finir, sont la plupart du temps réellement l'expression d'un malaise profond, un message qui n'arrive pas à s'exprimer autrement. C'est important et évidemment très utile de chercher à écouter et à comprendre la personne. Et on peut se demander d'où vient son malaise, quel est son appel à l'aide. Et donc, identifier les causes physiques, peut-être que la personne vit au quotidien avec des douleurs ou subit un manque chronique de fatigue. Identifier les causes externes, le harcèlement, une situation à l'école, en famille, en couple, au travail, ou même en ligne, une situation d'emprise, de toxicité, un ou plusieurs traumas, des troubles du neurodéveloppement, ou tout simplement un quotidien qui est trop pour la personne TSA, qui semble avoir tout pour aller bien, mais qui est arrivé à saturation. Si vous êtes vous-même dans un moment de crise actuellement, rappelez-vous qu'on peut toujours en sortir. Et dans la description, je vous mets les liens et les ressources. Et en mini contenu masqué, rien d'exceptionnel aujourd'hui, simplement vous dire que vous êtes exceptionnel. Merci d'être là, d'écouter jusqu'au bout, de partager ce podcast, de lui mettre des pouces, des étoiles, de vous abonner. J'ai démarré de façon anonyme, sans faire absolument aucune publicité, et après quelques épisodes, on est à plus de 80 followers sur Instagram. Et ça fait plaisir parce que je ne sais pas d'où vous venez en fait, on ne se connaît pas et ça fait super plaisir. Je voudrais m'excuser aussi parce qu'aujourd'hui je suis un peu malade, j'ai des symptômes grippaux qui commencent à être pas très drôles et le travail fait que j'ai accumulé et j'ai pas pu enregistrer à l'avance cet épisode. J'avais envie de tenir les délais, vous savez, le 1er et le 3e samedi du mois. Et voilà. Du coup, aujourd'hui, ma voix, mes redites, mes respirations, tout ça, c'est pas au top. Alors, merci pour votre compréhension et votre empathie.